Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme du béton, un vrai. J'ai nommé Kamel Amara. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors Kamel, tu es le directeur général adjoint de Faya Énergie Service. Alors je t'ai présenté comme un homme du béton parce que tu as fait toute ta carrière dans cet univers. Je vais commencer par une première question. Tu me disais en préparant cette émission, oui, le béton, quand on commence, en général, on y fait carrière. Est-ce que tu peux me parler un petit peu finalement de cet univers du BTP, de sa culture, de ses codes? Comment ça fonctionne? Alors, quand on parle du béton, en fait, on parle du BTP, en fait. Du monde du BTP, ça veut dire beaucoup pour ceux qui connaissent. Et le béton en fait partie, c'est vrai. Mais il y a plein d'autres beaux métiers, et notamment ceux de l'électricité, du génie électrique, de la thermie, de la CVC. La CVC, c'est la climatisation, le chauffage, la ventilation. Et puis aussi tout ce qui est l'informatique industrielle. Voilà, beaucoup de métiers. C'est un secteur, oui, dans lequel je suis tombé et j'en suis pas ressorti depuis. Et alors, comment on fait pour arriver dans cet univers? Est-ce qu'il y avait quelque chose, il y avait une fibre? Tu t'intéressais, alors j'ai ultra caricatural, au jeu de Lego, tu t'es dit, ok, c'est mon monde. Ouais, alors, je sais pas. Ça s'est fait un peu par hasard, déjà. Bon. Ceci étant, je suis assez manuel. C'est vrai que j'aime bricoler. Ah, j'étais pas loin. Et finalement, ouais, c'était peut-être mon destin que d'aller dans ce secteur. Mais j'y suis allé par hasard, en fait. Je suis arrivé par hasard dans un secteur, enfin, dans un service administratif. Parce que donc moi, j'évolue dans la fonction RH et je suis rentré, on va dire, dans le monde du travail, dans le service administratif et plus précisément dans le service comptabilité paye. Alors, et c'est là que j'ai commencé à connaître un petit peu et à mettre le doigt dans la fonction RH par la paye. Voilà. Et il se trouve que ce service, servait une entreprise qui était dans le secteur du BTP, de la construction, et précisément dans le génie électrique. Voilà. À l'époque, Inéo. Avant ça s'appelait même S3E, Société d'électricité. Voilà. Alors après, il y a eu beaucoup de changements, d'évolutions, de fusions, de rapprochements de sociétés, d'absorption, etc. Ça a beaucoup changé de nom. Et lorsque j'ai quitté cette entreprise dans laquelle j'ai passé 10 ans, eh bien, ça s'appelait Inéo, voilà, qui était le regroupement de plusieurs sociétés. Et ensuite, du coup, tu as rejoint le groupe Faya et tu passes une première dizaine d'années en tant que DRH. Et ensuite, on te confie, tu deviens directeur général adjoint de Faya Service. Et là, tu vas vivre une évolution qui est très intéressante puisqu'à l'époque, quand tu débutes chez Faya Service, du coup, l'entité est encore à taille humaine, 1200 collaborateurs à peu près, et tu vas vivre en 5 ans une explosion, une hypercroissance. Tu peux nous raconter? Oui, exactement. Je rejoins donc Faya Énergie Service, qui s'appelait pas comme ça d'ailleurs, qui s'appelait Faya Électricité, voilà, en 2008. Et à ce moment-là, cette division, parce qu'on appelle ça une division chez Faya, en fait, il y a plusieurs divisions. Donc cette division représente à peu près 4-5 filiales, 4-5 sociétés, dont Satellec est vraiment la société principale. C'est la société qu'on appelle la société pilote de la division. Et cet ensemble-là représente à peu près 1200 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'à peu près 200-230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Le groupe, la philosophie du groupe Faya s'est construite par croissance externe et la division a continué à se développer dans cette philosophie, dans cette culture. A grandi par acquisition. Voilà. C'est comme ça que le groupe Faya s'est construit. Le groupe Faya est un groupe familial, ouais. Un groupe indépendant détenu à 100% par la famille. Et c'est l'histoire d'un homme, Clément Faya, qui commence en étant apprenti. Et qui, quelques années après, décide de racheter la société et plusieurs dizaines d'années après,
fait ce qui est Ça, je bon pour m'arrête Faya. quelques instants sur l'ADN familial parce que c'est vrai que pour le coup, ça donne tout de suite une teinte, une identité très forte à une entreprise. En général, on explique qu'il y a des systèmes de gouvernance qui sont beaucoup plus pérennes, qu'on s'inscrit sur un temps qui est plus long, que ce sont aussi des structures, hein, c'est les chiffres qui parlent, j'invente rien, qui sont plus performantes Mmh. que les sociétés qui sont parfois avec des boards étrangers et détenues par des fonds de private equity. Là, du coup, c'est une culture familiale forte. Tu le disais, une culture aussi du build-up, voilà, qui a grandi par acquisition. Et toi, comment tu fais finalement pour changer d'échelle et te dire, OK, on passe de 1200 à 5000 collaborateurs. Il y a un enjeu culturel très fort. Comment on crée une cohésion, une marque commune? Eh bien, c'est l'histoire d'une aventure collective. C'est déjà et avant tout un patron qui me fait confiance. Fort peut-être aussi de ce que j'ai pu réaliser jusque-là. Et ensuite, dans le cadre d'un plan de transformation qui s'est monté, qui s'est co-construit avec les collaborateurs aussi, eh bien, on a défini des trajectoires, on a défini des plans d'action et un gros volume, un gros volet sur le plan RH, eh bien, a mis en œuvre en fait cette stratégie que nous avons définie d'accompagnement à l'évolution et au développement de la division. Donc c'est la confiance de mon patron et puis voilà le choix collectif aussi de construire quelque chose ensemble. Et comment tu fais finalement pour trouver ces ingrédients en commun et te dire, OK, on va réussir à bâtir une culture commune parce que Fayat, aujourd'hui, dans l'énergie service, c'est plein de métiers différents. Tu le disais, tu as des développeurs, mais tu as aussi des gens qui ont des opérationnels très techniques. Comment tu fais pour créer un sentiment d'appartenance? On a travaillé sur ce qu'est l'ADN du groupe. Voilà. En fait, c'était ça qui était extrêmement important, c'est de dire il faut qu'on ne change pas ce qu'est la culture, les valeurs du groupe et qui ont fait ce qu'est le groupe aujourd'hui. La difficulté quand on se développe par croissance externe, c'est bien de conserver à la fois la culture de la société qui nous rejoint et puis celle de Faya. En fait, de faire converger les deux vers quelque chose de commun. Et souvent, d'ailleurs, le choix de Faya sur les rachats de sociétés se fait pas par hasard. Voilà, ça se fait souvent aussi parce que, au-delà, on va dire des intérêts business, etc., il y a aussi quelque chose qui résonne ensemble sur des valeurs communes. Voilà. Les 3 valeurs dont je parlais avant de démarrer, que sont l'autonomie, l'audace et l'engagement, eh bien, c'est le socle et le fondement de tout ce qu'on a construit dans ce plan de transformation. C'est intéressant parce que quand je t'écoute, tu dis finalement faire converger des cultures différentes. Alors que souvent, lorsqu'on pense, tu vois, à rachat, on pense souvent à une culture dominante qui vient écraser, voire effacer totalement l'autre. Et du coup, toi, dans ce nouvel environnement, donc du coup, aujourd'hui, tu as à peu près plus de 5000 collaborateurs, tu as ta direction qui émerge, qui est celle du capital humain. Pourquoi ce nom capital humain? Moi, j'aime beaucoup, hein, mais c'est assez rare. Au moment où on a travaillé ce plan de transformation, il y a eu beaucoup de courbes de travail, beaucoup de réflexions qui ont été menées aussi pour faire émerger ce qu'étaient les besoins des collaborateurs. Et ce qui ressortait, c'est que la DRH historique avait un rôle très administratif. Voilà. Alors même qu'il y avait des fortes attentes sur le développement des compétences, le développement des carrières, sur le sujet de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Et le choix qui a été pris, c'est de se dire, mais ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans un rôle beaucoup plus stratégique de la fonction RH. Ça, c'est aussi un choix du président, Daniel Dumini. Et à ce moment-là, on fait des choix de réorganisation et on se dit, eh bien, tout ce qui touche à l'administration du personnel, autrement dit la paye, eh bien, on va retirer ça de la fonction RH, on va confier ça au secrétariat général avec la comptabilité et orienter beaucoup plus la fonction RH vers une fonction plus stratégique. Et pour marquer le coup, eh bien, ou en tout cas aussi comme un symbole, eh bien, le choix de nommer cette direction, non plus direction des ressources humaines, mais direction du capital humain, était aussi un signe fort en interne, peut-être aussi en externe, pour montrer l'importance qu'on donnait, ou en tout cas le nouvel élan qu'on donnait à ce capital, voilà, qui n'est pas... C'est vrai que le choix des mots voilà. n'est pas neutre. Et du coup, Kamel, comment tu organises finalement ta direction aujourd'hui? Quelles compétences tu as? Comment tu t'es structuré? Alors, je disais tout à l'heure que le choix, c'est de conserver cette autonomie et cet équilibre. On a aujourd'hui, au sein de la division Faya Énergie Service, une vingtaine de filiales.
ces filiales, elles ont leur propre équipe RH. Donc, elles vivent au quotidien avec un DG et leur RH. Il y a nécessairement un lien fonctionnel avec la direction du capital humain. À la direction du capital humain, j'ai une équipe qui est composée de compétences sur la formation et les compétences et sur les sujets autour du recrutement, de l'attractivité, de la marque employeur. Et on a construit, alors c'est quelque chose qu'on a aussi mis en œuvre dans le cadre de notre plan de transformation, c'est des compétences qu'on n'avait pas. Et dans ce qu'on a construit, on est allé chercher ces compétences-là auprès de collaboratrices qui sont des experts dans ce domaine et qui apportent beaucoup dans ce qu'on mène aujourd'hui. Et on a construit donc une direction du capital humain avec des plans d'action et des projets qu'on mène pour répondre aux problématiques qui sont celles qu'on vit, c'est-à-dire des problématiques pour recruter, des problématiques pour fidéliser et puis des problématiques autour de l'engagement des collaborateurs. Voilà. Il n'y a rien de nouveau, mais ce sont vraiment nos réalités. Et justement, Kamel, je m'arrête quelques instants sur le recrutement, parce qu'on le sait, dans le monde du BTP, c'est un peu le nerf de la guerre. Ce sont des métiers qui sont des métiers costauds, durs. Et donc, en fait, il faut réussir à attirer. Toi, tu as des recettes sur lesquelles tu joues. Quels sont tes leviers un peu pour justement sortir du lot? Alors, on est sur des secteurs qui sont pénuriques en matière de ressources. Une problématique pour recruter aujourd'hui, les enjeux, c'est de recruter des profils d'ingénieurs, qu'on se bagarre entre concurrents, quelquefois partenaires d'ailleurs. Et bien notre recette, c'est de se dire, il faut qu'on montre nos atouts. Voilà. Il faut qu'on montre ce qui nous différencie par rapport aux autres. Voilà. Et ne pas tomber dans l'écueil de vouloir faire ce que font les grands et les autres. On a des grands concurrents, on en parlait tout à l'heure, ils ont des armes qu'on n'a pas. Et bien nous, on a des atouts qu'ils n'ont pas. Et mettre en valeur ce que représente le groupe et ce qu'il propose comme condition de travail au sens de cette autonomie, de cette capacité de créativité, d'innovation, avec des process légers, avec des circuits courts hiérarchiques, eh bien, c'est peut-être des choses que nous, on a et que d'autres n'ont pas. Donc, on a capitalisé là-dessus et on met en avant ça. Ça, c'est très important. Et moi, je fais un petit parallèle avec le monde startup parce que c'est pareil lorsque tu as face à toi des startups comme Google qui vont te mettre des toboggans, des massages. La liste est longue et parfois vraiment frivole. Soit tu les attaques en frontal et tu perds, soit tu cherches vraiment ce qui te différencie de la concurrence. Et toi, tu attaques sur vraiment des aspects comme tu parlais d'autonomie, tu parlais d'agilité, qui sont effectivement des leviers qui plaisent aux jeunes générations qui sont en attente de processus plus souples, de possibilités de lancer des idées, de s'épanouir et de se tester. Ok, donc toi, tu vas jouer sur ce terrain. Ouais, on va sur ce terrain-là avec une certaine, on va dire, honnêteté. Souvent, on dit ce qu'on fait n'est pas parfait, mais ce qu'on fait est on y croit, on vend quelque chose. Voilà, on ne peut pas vendre des choses qui ne sont pas la réalité. Alors, bien sûr qu'en interne, tout n'est pas parfait. Il y a encore des axes de progression, mais on y travaille aussi. On travaille à faire évoluer les modes managériaux, on travaille à faire prendre en compte aussi ce que sont les évolutions sociétales. Et pour ça, on met en œuvre des programmes de formation sur l'accompagnement des managers. Et je m'arrête un petit peu pour qu'on puisse se projeter, parce que tu disais ce sont des métiers qui sont extrêmement pénuriques. Tu peux nous donner quelques exemples de métiers sur lesquels tu recrutes? Oui, alors on est sur des métiers d'ingénierie, donc d'ingénieurs d'études, de conception, des chefs de projet aussi, pour conduire des projets de plus ou moins grande envergure, ce qu'on appelle des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier, et même des électriciens. Des techniciens de maintenance, tous les métiers techniques. C'est fou. C'est quand même le grand paradoxe français, beaucoup de chômage et derrière beaucoup d'offres d'emploi qui sont non pourvues. Ouais. Comment est-ce qu'on fait émerger finalement ces compétences? Est-ce que c'est en jouant, justement, tu t'évoquais la formation? Est-ce que c'est en lançant des CFA? Est-ce que toi, tu as des pistes de solutions? Alors, on a beaucoup de choses qu'on met en œuvre. On n'aurait peut-être pas le temps de tout évoquer, mais on a des beaux projets pour lesquels on est assez fiers de voir leur réussite. Après, il y a les recrutements classiques, on va dire, etc. On s'adapte aussi à ce qu'est le marché avec les outils, les job boards, les réseaux, etc. Et puis, ce qu'on fait,
on travaille beaucoup à l'évolution interne. Donc, on propose à nos collaborateurs de monter en compétences et pour ça, on s'associe avec des partenaires sur la formation pour dispenser des formations qui se veut diplômantes aussi. On y tient. On trouve que c'est important de valoriser les compétences des collaborateurs, tant pour eux que pour l'externe aussi, pour les clients, quand on leur dit qu'on vous met à disposition des compétences qui sont reconnues. Voilà. Tu veux prendre un exemple, par exemple? Quel type de formation, sur quel type de profil? Par exemple, on célébrait la semaine dernière une promotion qui a été certifiée sur une formation qu'on a montée avec Neoma Business School, qui valide un bloc d'un MBA sur le management et leadership, qui était destiné à nos chefs d'entreprise. Voilà un exemple de formation qu'on dispense. Et alors, ça concerne tout public. Et pour la petite histoire, il y avait même un de nos collaborateurs qui était venu avec son fils pour cette cérémonie. Son fils qui passait lui-même un master à ce moment-là. Et il me disait qu'ils allaient être diplômés au même moment. C'est génial. Et donc, il nous avait posé la question de savoir s'il pouvait emmener son fils. On dit, mais bien sûr, ramène-le, bien sûr. Et donc, il est venu et voilà, quand il a eu le diplôme et puis tout le protocole, toute la cérémonie. C'est un message très fort de former ces dirigeants. C'est un message fort, et tu as raison, c'est un message fort, je disais, à la fois pour les collaborateurs, pour nos parties prenantes, mais aussi pour nos collaborateurs. C'est un message fort pour leur dire, voilà, on s'attache à ce que vos managers évoluent et répondent aussi à ce que sont vos attentes, prennent en compte vos préoccupations. C'est un message fort en interne, tu as raison. C'est quelque chose sur lequel aussi on a beaucoup insisté. Et quelles sont les grandes attentes en matière de formation? Est-ce que c'est plutôt du hard skills, du soft skills? Est-ce qu'on est sur des sujets ultra opérationnels, type la RE 2020, réglementation? Alors, il y a en effet des formations techniques, puisque la réglementation évolue beaucoup. Les innovations dans nos domaines cessent de se développer, donc il faut être à jour, ça c'est important. Comme je disais tout à l'heure, les filiales, elles portent des métiers, des spécialités, et donc chaque filiale adapte ses formations par rapport à ça. Nous, au niveau de la division, à la direction du capital humain, on va travailler beaucoup plus sur les soft skills, et là, on définit des socles communs dans les formations. Et ce qu'on appelle l'école de formation énergie-service, qui est un ensemble de dispositifs pour accompagner notre développement, notre croissance et répondre à nos enjeux, eh bien, on agit là-dessus. En fait, on en fait un levier d'accompagnement du changement. Voilà, les soft skills, c'est un levier hyper important sur l'accompagnement de ces évolutions. Donc, nous, on travaille là-dessus et on définit un socle, un catalogue dans lequel on montre des programmes de formation et il y a des parcours, qui sont des prérequis pour accéder à des postes à responsabilité. Voilà. Donc, on a défini des choses avec un assessment, un programme de formation sur leadership management, un programme de formation sur la gestion de projet. Voilà. Et on s'attache, pas tous, pas toutes les formations, mais pour celles qui sont les plus impactantes, à ce que ces formations soient certifiantes pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. C'est clair. Et est-ce que tu arrives, parce que là on parle beaucoup de formation à destination des managers, tu arrives aussi à adresser la formation pour des opérationnels, sachant qu'en plus sur cette typologie de métier, ce sont souvent des gens qui sont justement sur le terrain, pas toujours devant un ordinateur. C'est très difficile à attraper. Oui, alors c'est difficile de les capter en formation. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'ils viennent en formation, ils ne regrettent pas d'être venus. Déjà belle chose. Ouais. C'est un public qui est très sollicité. Mais on fait un point fort à ce qu'ils suivent ces formations. Sur les formations techniques, il y a des choses qui deviennent essentielles autour du contractuel, la partie juridique. Quand on travaille sur les opérations dont on parlait, il y a des gros volets juridiques qu'on ne voyait pas avant. Et donc, le contractuel, la gestion contractuelle est essentielle. Il y a aussi les évolutions sociétales autour de la réglementation, de la compliance, où on se doit, nous, de s'assurer que nos collaborateurs respectent certaines règles éthiques
Voilà, donc c'est aussi des choses qui vont dans le sens des changements de comportement, Sûr. pour aller aussi dans le sens de ce que nous, on a défini autour de notre responsabilité sociétale, donc la RSE, dans lequel on a des engagements qui sont écrits et pour lesquels on doit apporter des réponses, dans lesquels on apporte des réponses. Voilà. Très clair. Et comment tu organises ton temps, Kamel? Parce que du coup, il y a une partie centrale qui est du coup ta direction. En même temps, du coup, tu apportes un soutien également à tes BU, tes filiales. Quel est ton mix de temps? Est-ce que déjà toutes tes filiales sont basées en Île-de-France? Est-ce qu'elles sont partout? Elles sont un peu partout en France. Ce qu'on fait, c'est que bien sûr, on a créé une communauté entre nous. Les outils pour ça, c'est très utile. Donc Microsoft Teams, c'est très utile. Et puis, c'est aussi bon de se voir en présentiel. Donc on se voit à échéance régulière en présentiel. C'était le cas cette semaine d'ailleurs. Et puis, j'organise aussi des séminaires pour prendre un peu de hauteur. On en prévoit un à la rentrée sur le thème de l'IA. Voilà, l'impact sur la fonction RH. Voilà. Et et ce qu'on aime bien, c'est faire intervenir un consultant expert dans le domaine. Ça nous fait prendre un peu de hauteur. Voilà ce qu'on fait. Et puis, je passe du temps aussi avec mon équipe au sein de la direction du capital humain. On réfléchit beaucoup, on travaille beaucoup à voir un peu plus loin qu'aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on attend de nous. Voilà, on regarde à long terme. Pour ça, on s'ouvre aussi beaucoup à l'extérieur. Avec mon équipe, on participe à pas mal de choses pour s'ouvrir, voir ce qui se fait, anticiper. Voilà, d'être connecté à la fois en interne, à la fois en externe. Réseauter, ça me semble extrêmement important, chacun dans son domaine, et pas que d'ailleurs. Aller aussi chercher quelques prix. C'était le cas il n'y a pas très longtemps. Très important. Très important. C'est bon pour le moral des troupes, c'est bon pour le marque employeur, tout le monde est gagnant. Exactement. Voilà, c'est une marque de reconnaissance. C'est aussi important pour valoriser les équipes qui travaillent au quotidien. Et les équipes, c'est pas que les équipes RH, c'est aussi les managers, parce que on leur demande beaucoup à nos managers. Et c'est aussi une récompense pour eux, une distinction pour eux. Parce que tout ce qu'on mène, voilà, ça répond à ce que sont aussi leur rôle, leur mission. On est dans une organisation où le manager, le middle, il a un rôle extrêmement important. En fait, il n'y a rien qui se passe sans eux. En réalité, moi, je peux faire plein de choses, des belles choses, des plans sur la comète, mais à la fin, sans eux, il ne se passe rien. Voilà. Et puis, ils sont sous feu de double pression. Ils ont des objectifs à atteindre, et puis ensuite, ils ont l'opérationnel. Donc, c'est vraiment un segment qui est très complexe à adresser. Il faut les préserver aussi. Il faut les entendre aussi. Voilà, donc on réfléchit aussi à ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils jouent bien leur rôle et qu'ils prennent plaisir à le faire. Ça, c'est important. Voilà, en fait, c'est une mission sans fin qui évolue tout le temps en prenant en compte voilà, tout ce qui évolue. Et justement, ce qui est intéressant, tu te dis, voilà, tu es ouvert à la fois sur ton écosystème interne et externe. Et pour toi, c'est important, finalement, de garder un œil sur ce qui se passe à côté, aller sur les événements. Exactement, ouais. Ouais, pour toi, ça permet de t'alimenter. C'est hyper riche, en fait. C'est hyper riche. On a une équipe RH décentralisée qui est très opérationnelle, qui n'a pas le temps de faire ça. Et c'est pas ce qu'on leur demande, c'est vrai. Mais par contre, c'est mon rôle, et le rôle de mes équipes, ça. De faire de la prospective et d'imaginer l'avenir. Alors, on plane pas non plus. Hein. On a les pieds sur terre quand même. On a toujours un côté très opérationnel. Voilà, ce matin, je traitais des dossiers très opérationnels. Aujourd'hui, je suis avec vous pour parler, voilà, et partager mon expérience. Je prends aussi, en fait, beaucoup de ce que sont les expériences des autres. Je me suis construit comme ça. Je me suis construit aussi grâce aux autres. Et du coup, Kamel, tu parlais beaucoup de prospective. Est-ce que tu vois des grandes tendances? Alors, tu parlais tout à l'heure de préparer ton séminaire sur l'IA. C'est peut-être une des tendances que tu as identifiées. Est-ce qu'il y a des tendances que tu as spotées où tu dis, ah tiens, ça, dans les années à venir, ça m'intéresse? Oui, l'IA, alors ça va bien sûr nous impacter. La tendance que je vois, et on en fait un sujet extrêmement important dans notre organisation, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Et ça, c'est pour nous, on en a fait d'ailleurs un levier extrêmement important dans notre stratégie RH. Quand on parle d'attractivité, quand on parle d'engagement, quand on parle de fidélisation, et les études le montrent, eh bien, la responsabilité sociétale, c'est-à-dire autour de la manière qu'on a de travailler, qu'on a de consommer, qu'on a de polluer,
est observé par toutes nos parties prenantes, et on doit apporter des réponses à ces parties prenantes. On doit co-construire avec eux aussi des choses. C'est le cas de beaucoup de choses qu'on mène. Et ça a un impact. C'est un impact positif, c'est un impact en interne, c'est un impact en externe. Et puis on y croit vraiment. Voilà, au-delà des convictions personnelles qu'on peut avoir, je crois que c'est un élément extrêmement stratégique pour les enjeux qui sont les nôtres. Et tu le disais, il y a effectivement une pression réglementaire qui est de plus en plus accrue. Ça, c'est le législateur qui est en place depuis quelques années. Il y a le regard des consommateurs, il y a également les attentes des collaborateurs. Et comment est-ce que tu fais pour que la RSE soit vraiment reflétée dans votre ADN et ensuite déclinée sous forme d'action? Est-ce que ça passe par des prises de parole, la sensibilisation? Est-ce que tu as des leviers Alors déjà, notre politique RSE, on l'a construite sur la base de ce que sont la réalité de nos enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas venu en disant, tiens, on va faire de la RSE. En fait, on a fait émerger notre politique RSE, on a 4 piliers, 12 engagements. Ces 12 engagements répondent à ce que sont nos enjeux aujourd'hui, en fait. Ce que sont nos enjeux aujourd'hui, ce que attendent de nous les parties prenantes. Parties prenantes, c'est les clients, les collaborateurs, nos partenaires, la société civile, etc. Donc ça, en fait, on l'a recueilli par rapport à tout ce qu'on nous demande tout au long de l'année. Aussi par rapport à ce qui ressort des audits qu'on a, de certification sur l'AFNOR, etc. Voilà, on a fait un gros travail pour voir quelles sont nos attentes. Et donc, on a construit cette politique RSE dans laquelle on a 12 engagements. Ces 12 engagements, c'est rien ni plus ni moins que ce que je viens de dire tout à l'heure sur la trajectoire qu'on a prise. Voilà. Sauf qu'on a en tête cette politique et elle nous guide dans notre stratégie. En fait, elle alimente nos stratégies, elle nous guide. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait, quelquefois on va loin, et ça nous permet de comprendre pourquoi on en est là. Voilà. Et sur ce sujet, eh bien oui, on prend la parole, on agit, on prend part au pacte mondial. Il y avait l'Assemblée générale la semaine dernière. On participe à des grands événements comme le sommet de l'inclusion qui va avoir lieu à la rentrée. On participe à des événements et on met en œuvre des actions. Ça, c'est important, qui répondent à nos engagements. Voilà, donc on traduit en réalité les engagements qu'on prend et on est observé. Et on est observé, la communication est extrêmement importante pour qu'on fasse savoir ce qu'on fait, parce que ça n'a pas d'impact. En fait, ce qui ne se voit pas c'est bien dit. n'existe pas, n'a pas d'impact. Donc la communication, c'est important. C'est pour ça qu'on est assez actif et présent sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on est sur LinkedIn, on est sur Insta, ça dépend le public aussi qu'on veut cibler. On a défini dans notre stratégie différents publics, en fait, aussi. On a la manière de s'adresser à un public n'est pas la même qu'un autre, voilà. Donc on adapte aussi nos supports de communication par rapport à ça, et on communique sur ce qu'on fait et le sens qu'on donne à l'action qu'on mène, et qui est axé sur notre politique RSE. Voilà, Et du coup, Kamel, tu parlais finalement de Instagram, donc je m'arrête quelques instants. Donc effectivement, tu dis qu'il faut ajuster le ton aussi, à la nature de ta cible. Et je voulais reparler un petit peu des Gen Z qui arrivent sur le marché du travail. Est-ce que toi, tu vois des évolutions dans leurs attentes, dans leur façon de se projeter dans le monde de l'entreprise? Je sais que comme tu fais un peu de prospective, tu as peut-être un peu déjà dans ta boule de cristal identifié des tendances. Oui, alors on lit beaucoup de choses sur le sujet. Ce que je sais dire, c'est que ces générations sont beaucoup plus exigeantes sur les sujets de RSE dont je parlais tout à l'heure, sur la responsabilité sociétale, autour de l'environnement, des sujets de décarbonation, sur le sujet de la biodiversité, dont on parle beaucoup, mais on a quand même des choses à faire sur ce sujet. Et puis sur toute l'économie responsable. Voilà. De manière générale, je ne vais pas balayer toutes les facettes de la RSE, mais elles sont très attentives à ça et elles nous interrogent sur ces questions-là. Voilà. Bien sûr aussi sur le rapport au travail. Elles nous interrogent sur plus que le télétravail, c'est pas que ça d'ailleurs, mais
Mais parce qu'on focalise souvent sur le télétravail. C'est pas que ça. Mais ça cristallise parfois un peu des tensions générationnelles. Il faut en revenir, il faut en repartir. Bon. Peu importe la question du télétravail, la réalité, c'est des attentes autour de la flexibilité et l'autonomie qu'on donne aux collaborateurs pour qu'ils expriment leur talent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors après, on s'adapte. Et ce qui change surtout, ce que je trouve, c'est que le rapport au travail qui nous est demandé est beaucoup plus individualisé. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, en fait. On s'aperçoit qu'on ne peut pas apporter une réponse collective. Peut-être qu'un collaborateur va venir avec des attentes liées au télétravail, et puis un autre, c'est pas un sujet. Et pourtant, ils sont dans la même génération, etc. Donc, ce que je perçois, c'est que on rentre dans une difficulté ou un enjeu qui est l'individualisation du rapport au travail des collaborateurs, pour lesquels il va falloir apporter une réponse. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément une seule et même réponse pour une population, mais toute une palette de réponses. C'est difficile parce qu'on peut tomber dans l'écueil, on fait du cas par cas, comment on trouve une cohérence, quelles sont les règles pour tous, pourquoi est-ce que l'un a ci, l'un a ça. Exactement, il ne faut pas perdre la face là-dessus, en ne créant pas de déséquilibre, c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que, et c'est sur quoi nous on travaille, on a construit, on travaille à définir ce qu'on appelle la PVE, la proposition de valeur employeur, qui est en réalité la palette dont tu parlais tout à l'heure, pour répondre aux attentes de ce que sont aux attentes des collaborateurs, mais à différents moments de sa vie. C'est-à-dire que ce qu'on remarque aussi, c'est que à un moment de sa vie, on aspire à certaines choses et quelques mois après, quelques années après, à autre chose. Voilà. Donc on doit pouvoir répondre à tous ces moments de vie de nos collaborateurs. Alors ça fait un peu bizarre parce que on a l'impression de mettre le doigt dans la vie. Quand on parle d'équilibre vie pro, vie privée, la réalité, c'est qu'il y a la frontière, elle n'existe pas vraiment. Ténue, bien sûr. Voilà, et on s'en rend encore plus compte depuis le Covid, où les frontières ont été encore plus bouleversées, on travaille à la maison ou autre. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est ce côté finalement où la vie personnelle et la vie professionnelle sont assez entremêlées. Et t'interroges finalement le cycle de vie d'une carrière. On se dit, oui, quand on est jeune, peut-être qu'on est en attente peut-être de plus de télétravail ou avec des jeunes enfants. Oui. Ensuite, on est très content de revenir au travail puisqu'on a envie de changer. Oui, c'est les attentes aussi qui évoluent, en fait. Et rien n'est vraiment figé. Alors, j'ai observé, par exemple, des jeunes talents pour lesquels les managers étaient très contents, puis d'un coup, ils se disent il est moins motivé, etc. Bah non, c'est pas qu'il est moins motivé, c'est qu'il a un moment de sa vie où il a eu un enfant. Il va avoir un passage où il va falloir qu'il consacre du temps à cette parentalité. Et puis, il reviendra autrement, etc. Voilà. Et nous, on doit accompagner ça, on doit prendre en compte ça. On ne peut pas se dire non, c'est de la vie privée, etc. Il y a encore un tabou sur ce sujet. Moi, je trouve qu'il y a encore vraiment deux écoles. Tu as l'école un peu plus conservatrice, où vraiment, ce qui concerne la vie privée ne doit pas arriver en entreprise, que ce soit d'ailleurs des sujets inclusion, de sexualité, de genre, même handicap, etc. Et il y a une autre école où là, pour le coup, on se dit finalement, l'important, c'est que le collaborateur soit épanoui, parce que épanouissement égale engagement. Et ça me fait penser, il n'y a pas si longtemps, je parlais avec Ilem Aloum de L'Oréal, qui me parlait de sujets autour de la transition de vie, des transitions de vie, tu vois, et qui disait, voilà, il y a des grandes transitions dans la vie, la maternité, à préparer sa retraite, un accident de sa famille, ce genre de choses. Et finalement, ce sont des thèmes qui commencent à arriver en entreprise et on en parle enfin, quoi, finalement. À l'heure où les carrières vont de plus en plus longues. Exactement. C'est plus que jamais. Donc oui, non, évidemment qu'on ne peut pas faire comme si la vie privée n'avait pas d'impact sur la vie professionnelle et inversement. La réalité, ce qui se produit, c'est que on se doit de prendre en compte ça. Alors, avec toute la précaution qui va bien, mais il existe des solutions. Là, on a déployé une solution qui s'appelle Moodwork, qui est une solution d'accompagnement des collaborateurs dans leur santé mentale. C'est un sujet délicat, mais la solution est hyper bien faite. Nous, on n'a pas d'informations, tout est anonymisé. La seule chose qu'on fait, c'est que, alors on paye la solution, mais aussi on s'assure que les salariés aient connaissance que les solutions existent. Alors, on sait que les 3/4 des salariés ne vont pas l'utiliser parce qu'ils ne sont pas à un moment où ils ont un coup de moins bien. Mais on sait tous qu'il y a un moment dans notre vie où on a un coup de moins bien. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que le collaborateur, à ce moment-là,
il ait l'information que ça existe et il peut déclencher l'outil qui donne accès à des psychologues, à des webinaires, etc. Voilà un exemple de solution qu'on apporte et qui vient compléter notre offre globale. Voilà. Alors là, j'arrive, Kamel, sur la partie un peu plus personnelle de ce podcast. Est-ce que toi, tu as d'autres inspirations? Parce que du coup, on a beaucoup parlé RH, on a beaucoup parlé BTP, mais est-ce que tu as d'autres inspirations qui te nourrissent au quotidien, d'autres... On parlait de génération, l'impact des générations sur l'entreprise, dans les entreprises, etc. Ouais. J'ai une source d'inspiration qui sont mes enfants. Qui sont à des âges où... d'inspiration. qui sont à des âges, à différents âges et qui... Te pousse du coup, le dernier chanteur, le dernier compte TikTok à suivre. Oui, c'est ça. C'est précieux malgré tout parce que je vois comment ils évoluent, je vois ce qu'ils regardent. Même si je comprends pas tout, mais je les écoute. J'entends aussi comment ils voient le monde. Voilà, les pratiques des réseaux sociaux, la manière qu'ils ont de percevoir ça, la manière qu'ils ont de percevoir l'entreprise. Aussi, c'est aussi riche d'informations. Et tout ça me nourrit aussi dans mes réflexions. Donc j'en profite après. Bon. C'est beau. C'est la première fois qu'on me dit les enfants, ma source d'inspiration. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'ai beaucoup d'enfants. Ça m'aide parce que j'ai 5 enfants. Ah oui, je comprends. C'est de très belles sources multiples d'informations. Exactement. Voilà. Donc j'ai à la fois celui qui a 22 ans et puis ma fille qui en a 12. Donc voilà. T'as même des variantes au sein même. Ok, je vois. Et comment tu arrives à organiser ton équilibre de vie finalement entre une vie familiale que j'imagine trépidante avec 5 enfants, une vie pro aussi très prenante? Eh bien, on s'organise souvent. J'ai la question qui me pose, comment tu fais? Je fais comme tout le monde fait. Ouais. Voilà. On s'adapte en fait. Voilà. T'arrives à mettre des limites et à pas trop te faire déborder par le travail? T'es du style à bosser le week-end, le soir? Bien sûr. Après, c'est mentir que de dire que quelquefois on a un peu de mal à se déconnecter. C'est la réalité. Mais malgré tout, après, avec l'âge, avec l'expérience, on arrive à gérer aussi tout ça et à prendre le temps pour chaque moment. Et en ces périodes de vacances, on va tenter de s'arrêter et passer du temps en famille pour se ressourcer. C'est une très bonne résolution. Et on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Kamel, pour ce très beau témoignage. On a parlé de capital humain, on a parlé de RSE, on a parlé de Neoma Business School également. C'était un très bel épisode. Merci à toi. Et à très bientôt, amis de la RH. Merci.